Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier webinaire sur l'hypertension pulmonaire. Je m'appelle Wendy van Stinkeste. Je suis présidente de l'association de patients PH België et je suis le modérateur pour ce soir. En tant qu'association de patients, nous avons déjà organisé ces dernières années plusieurs séries de webinaires en néerlandais et nous sommes donc très heureux de pouvoir enfin organiser, en collaboration avec HDAP Belgique et Professeur Vachery et son équipe, une série de webinaires en français. Le webinaire d'aujourd'hui est le premier d'une série de 7 qui se dérouleront jusqu'à la fin de l'année, avec une courte pause pendant les vacances d'été. Professeur Vachery et son équipe nous ont préparé un très beau programme avec des thèmes très variés. Nous terminerons par un town hall où vous aurez l'occasion de proposer vos propres sujets. En vous inscrivant à l'un de nos webinaires, vous serez également inclus dans notre liste mailing. Vous recevrez ainsi une invitation au prochain webinaire. Mais d'abord, pourquoi organisons-nous cette série de webinaires? En tant que patient, vous entrez dans nouveau monde, un monde qui n'est pas le vôtre et où vous ne comprenez pas toujours ce qui se dit. Cela peut être frustrant et vous donner l'impression de perdre le contrôle de votre propre vie. Avec cette série de webinaires, nous voulons vous aider à reprendre le contrôle en apprenant ce qu'est l'hypertension pulmonaire, comment fonctionne le traitement, quelles sont vos options et ce que vous pouvez faire vous-même dans la vie quotidienne pour soutenir votre traitement. Nous vous fournissons également les connaissances nécessaires pour mieux engager le dialogue avec votre médecin et vous donner l'occasion de poser des questions, lesquelles il n'y a pas toujours le temps pendant la consultation. Donc alors, n'hésite pas à y en profiter. Les spécialistes ont pris de temps pour vous. Est-ce que vous cherchez encore plus d'informations? N'hésite pas à consulter notre site web ou nos médias sociaux. Les enregistrements de cette série de webinaires seront également publiés sur notre site par la suite. Vous les trouverez dans la section Infothèque. Voici également un petit appel à ceux qui s'intéressent à notre association de patients. Vous souhaitez être informé de nos activités ou entrer en contact avec d'autres compagnons d'infortune? Voulez-vous partager votre témoignage? Ou est-ce que vous souhaitez contribuer au développement de notre association pour des patients francophones? N'hésite pas à nous contacter. J'aimerais ensuite passer en revue quelques consignes pour suivre les webinaires. D'abord, éteignez votre microphone. Cliquez sur l'icône du microphone en bas à gauche et si le microphone est barré d'une ligne rouge, il est désactivé. Il y a deux façons de poser des questions. D'abord, vous pouvez poser des questions via le chat. Cliquez sur l'icône du chat. Choisissez à qui vous voulez envoyer un message, à tout le monde ou à une personne en particulier. Tapez votre message et envoyez-le. Ou levez la main si vous souhaitez poser une question de façon verbale. Pour ça, cliquez sur l'icône de réaction. Une fenêtre s'ouvre avec des icônes et sous les icônes se trouve un bar avec une main et le texte Levez la main. C'est aussi possible que vous voyez l'icône directement dans la barre noire. Cliquez sur la barre Levez la main et entendez que le modérateur vous donne la parole. Ce sera à la fin du webinaire. N'oubliez pas d'activer votre micro quand vous prenez la parole. Enfin, je tiens à remercier nos sponsors qui rendent ce webinaire possible. Et je laisse maintenant la parole au professeur Vachery et à son équipe qui vont en dire un peu plus sur l'importance d'un bon travail d'équipe dans le traitement de l'hypertension pulmonaire. Donc, professeur Vachery, je vais vous donner la parole et je vais arrêter ma présentation que vous puissiez commencer le vôtre. Attends, je cherche ici.
OK. Voilà, je pense qu'on est bon. Oui, c'est bon. Super. D'abord, Wendy, merci, merci, merci mille fois pour avoir été instrumental dans l'organisation de cette réunion. C'est très important. Et merci aussi d'avoir parlé aussi bien français pour introduire ce webinaire. C'est important. C'est important pour nos collègues francophones. Et je dois dire que nos collègues et patients francophones. Et c'est aussi important de comprendre pour toutes celles et ceux qui sont en ligne, qui sont patientes, patients et membres de famille, que les associations de malades n'ont pas de couleur et n'ont pas de langue, et elles sont là pour vous aider. Vous verrez qu'elles jouent un rôle très important dans le travail que nous faisons. Alors, vous savez, dans notre monde académique, on a l'habitude de présenter des diapositives plus ou moins compliquées avec des présentations plus ou moins longues. Ici, je vais essayer d'être relativement bref pour laisser aux membres de l'équipe l'occasion de se présenter. Euh, Beaucoup de choses que je vais vous dire sont des choses que vous avez certainement déjà vécues, mais il y en a d'autres peut-être dont vous n'avez peut-être pas nécessairement l'idée et qu'on va essayer d'aborder dans les différentes interventions. Je voudrais aussi remercier Anne Damen qui est dans cette réunion, qui a aussi beaucoup œuvré depuis très longtemps pour l'association, et enfin Luc Matthijssen qui est le président de l'association francophone HTAP Belgique. Luc et moi, on se connaît depuis, oulala, longtemps. J'avais moins de cheveux blancs à l'époque et j'avais l'air un tout petit peu plus jeune que maintenant. Alors, euh, quand on parle de multidisciplinarité, c'est important de fixer un tout petit peu le cadre dans lequel on travaille. Et avant de commencer, je voudrais, on a parlé des sponsors, c'est important les sponsors parce qu'ils nous aident effectivement beaucoup euh, à peut-être pas organiser nos activités, mais à soutenir des activités comme celle-ci. Et il est de coutume dans les présentations scientifiques de commencer par déclarer ses conflits d'intérêts. Et donc, voici les miens. Vous verrez et vous reconnaîtrez peut-être des noms de sociétés pharmaceutiques qui produisent les médicaments que vous prenez. Certains noms vous sont certainement et probablement inconnus. Sachez qu'ici, on retrouve à peu près l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui développent ou qui ont développé des traitements de l'hypertension pulmonaire. Savoir que ces labos jouent aussi un rôle important dans le développement clinique. D'ailleurs, c'est pour ça on vous a prévu vers le mois d'octobre un webinaire qui sera dédié à la recherche et au développement, mais ça n'empêche que ce sont des questions que vous vous posez peut-être maintenant et auxquelles on peut répondre à peu près à n'importe quel moment, mais disons que la présentation structurée arrivera un petit peu plus tard. Alors, pourquoi la multidisciplinarité? Wendy vous l'a dit, vous rentrez, quand on vous annonce cette maladie, vous rentrez dans un monde qui est complètement différent. Tout d'un coup, vous rentrez dans le monde hospitalier avec tout un tas de gens dont vous ne connaissez pas nécessairement le rôle, qui utilisent des terminologies et des mots qui vous sont étrangers et qui peuvent générer, on en est tout à fait conscient, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude et beaucoup de questions sur le présent et l'avenir plus ou moins proche. Et j'aime beaucoup montrer cette image. Alors, les mots sont en anglais, mais je vais vous traduire. C'est assez simple à reconnaître. Vous avez toute une série de smileys qu'on peut retrouver sur n'importe quelle application de médias social. Et c'est issu d'une initiative qui a justement été prise par une association de patients. C'est l'association de patients anglaise, PHUK. Euh, Ian Armstrong, qui est le premier auteur de cet article. Donc, c'est un article scientifique, hein, ceci, c'est tiré vraiment d'un article scientifique qui est très, très populaire en Angleterre, qui est le BMJ Open, mais que tout le monde dans notre communauté a la possibilité de lire. Ici, il a regroupé des patients pendant un certain temps. C'est une aventure qui a duré plusieurs jours sur plusieurs mois de travail. Et il leur a demandé, en utilisant simplement des stickers à poser sur un tableau noir, d'exprimer la sensation qu'ils avaient avant et après le diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Et vous voyez que plus on va vers le haut et plus le smiley jaune sourit, mieux on se sent, et plus on descend vers le bas, plus le smiley devient rouge et moins bien on se sent. Et vous voyez ici reproduit en image
exactement ce que je pense vous avez toutes et tous vécu avant que le diagnostic de l'hypertension pulmonaire soit posé. C'est-à-dire qu'on part d'un moment où on est finalement content, on mène une vie normale et tout d'un coup, il se passe une série de choses que vous sentez physiquement qui vont commencer à vous inquiéter, qui vont commencer à créer un certain degré de handicap. Et puis ensuite, vous passez par cette période qui est très difficile, qui est cette période d'incertitude diagnostique. On sait que dans l'HTAP, cette période peut durer jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi après le début des symptômes. Vous êtes baladé d'un spécialiste à l'autre, d'un hôpital à l'autre parfois, avant que le diagnostic soit finalement posé. Et quand le diagnostic est posé, il y a un changement. Disons peut-être pas un changement d'humeur, mais il y a un changement du paradigme du traitement ou de la façon dont on entrevoit la vie, où malgré les nouvelles qui sont des nouvelles qui ne sont pas agréables, vous avez enfin un diagnostic, des perspectives, et alors on peut commencer à rentrer dans ce nouveau monde que qualifiait Wendy, qui est très important, qui est un monde nouveau, peut-être incertain d'une certaine manière, mais pour lequel vous avez au minimum une certitude, c'est l'engagement de l'équipe à vous aider. Et cette équipe, elle est évidemment beaucoup plus large que les soignants qui sont présents dans ce webinaire et elle inclut les associations de patients, mais elle inclut aussi vos proches et d'autres qui pourraient vous aider à traverser cette période difficile qu'est la période post-diagnostic de la maladie. Alors, ça fait des années qu'on s'est interrogé avec beaucoup d'experts sur comment faire pour communiquer sur cette prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire plus spécifiquement, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'hypertension pulmonaire, et des autres formes d'hypertension pulmonaire. Et vous savez que dans notre métier, on a l'habitude de fonctionner avec des guidelines, avec des recommandations. Ces recommandations, elles sont publiées relativement régulièrement. Je crois qu'on en est à la 6e édition des recommandations européennes. Et vous voyez tout de suite dans la liste, alors ça c'est la page de garde de ces recommandations qui sont lues par l'ensemble des médecins qui s'intéressent de près ou de loin à la maladie, peut-être pas par vos médecins généralistes, mais certainement, on espère, par vos cardiologues et pneumologues référents. Mais vous voyez tout de suite, il y a déjà plein d'informations là-dedans. Voyez ici ESC-ERS, c'est European Society of Cardiology et European Respiratory Society. Vous avez déjà une idée que finalement, les cardiologues et les pneumologues se mettent ensemble pour définir les lignes de conduite de prise en charge de cette maladie. Ça vous donne déjà une idée de cette multidisciplinarité qui est dans l'ADN des gens qui s'occupent d'hypertension pulmonaire depuis des années. Ce que vous voyez en dessous, c'est endorsed by, c'est-à-dire les sociétés savantes ou les structures qui vont prendre ces recommandations et d'une certaine manière en faire leur chose, c'est-à-dire non seulement les adopter, mais aussi en faire la publicité. Vous voyez qu'il y a euh, players, comment dire, deux participants importants. C'est la Société internationale de transplantation cardio et pulmonaire. Quand j'ai commencé ma petite carrière, on parlait beaucoup de transplantation, on parlait pratiquement que de ça. Et bien heureusement, aujourd'hui, on est dans une autre perspective. Mais l'ISHLT, International Society for Heart-Lung Transplant, a toujours été une société savante importante dans l'organisation de la prise en charge et l'élaboration de lignes de conduite pour la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Vous avez un nouvel acteur qui sont les réseaux de référence pour les maladies rares, European Reference Network. En l'occurrence, c'est On Rare Respiratory Disease, donc ce sont pour les maladies respiratoires rares. Ear and Lung, ça c'est une initiative qui a été prise par l'Union européenne à laquelle nos deux centres experts, celui de professeur Delcroix et le nôtre, participent déjà depuis des années, depuis la fondation en 2016. Donc vous voyez déjà, on élargit, on passe du pneumologue au cardiologue vers les gens qui s'occupent de transplantation et finalement au niveau européen. On aura sûrement l'occasion de parler du rôle de ces European Reference Network. C'est un mode d'accréditation des centres qui est très important. Et puis vous regardez la liste des membres de la task force. Alors vous reconnaissez certainement certains d'entre nous, mais vous voyez que c'est une vraie représentation européenne. Vous voyez qu'il y a, alors vous voyez peut-être pas, mais je peux vous le dire, il y a une représentation équitable de cardiologues et de pneumologues, et il y a surtout des représentants des associations des patients, Gergely Mezzaros et Pisana Ferrari, qui
vraiment jouer un rôle très important dans l'élaboration de ces recommandations scientifiques. C'est nouveau pour nous, enfin c'est nouveau depuis quelques années, et ça souligne pardon, l'importance de l'implication des associations de patients dans l'élaboration de ces recommandations. Finalement, elles sont faites pour les médecins, mais on a toujours pensé que c'était important d'avoir votre opinion sur ce que nous pensons être la ligne de conduite au moment donné. Alors là-dedans, vous avez aussi des gens qui s'occupent de méthodologie, etc. C'est tout aussi important, mais si j'insiste sur le côté, en fait, non, je devrais insister sur le fait que c'est vraiment multidisciplinaire au-delà de la discipline médicale, puisque on a les associations de patients et on a des spécialistes de la méthodologie scientifique, et ça a été d'un très grand secours et d'une très grande aide. Moi, c'était ma troisième et dernière participation à l'élaboration de ces recommandations. C'est probablement la meilleure expérience que j'ai eue en termes de collaboration entre les différents intervenants. Et je répète, y compris les représentants de, en l'occurrence, c'est PHA Europe qui a été représenté dans cette structure. Alors, j'ai extrait de ces recommandations et je ne vous demande pas du tout de lire les détails parce qu'on va vous les donner. En plus, ils sont en anglais, donc si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est évidemment compliqué de comprendre, mais je vais essayer de vous résumer ce que l'on dit dans ces recommandations et qui est, je pense, très important pour comprendre comment est organisé un centre de l'hypertension pulmonaire. C'est d'abord et avant tout une équipe, ce sont des personnes qui sont dédiées à donner des soins de haute qualité et de haut niveau de professionnalisme. Cette équipe, elle fonctionne autour d'une organisation avec des missions qui sont clairement établies. Et c'est ce que vous voyez sur cette diapo. Vous avez ce que j'appellerais le noyau dur, le core multidisciplinary team, c'est-à-dire celles et ceux qui vont travailler au quotidien et dont c'est le métier. Donc l'HTAP, c'est pas un hobby, c'est un vrai métier. Donc ce sont celles et ceux qui vont faire le métier. Mais vous avez une équipe qui est bien plus large que simplement ceux qui vont faire tourner la machine au jour le jour. Et on a dans les métiers toute une série d'intervenants. Vous verrez que c'est important dans la façon dont on va structurer les centres. On n'est pas seul sur une île, on a des contacts et des relations avec d'autres personnes. Et on a évidemment autre chose, on a des missions. Et ces missions, elles sont définies par des process vraiment spécifiques. Alors, si on regarde la structure et les gens, les personnes qui font tourner le centre d'hypertension pulmonaire et qui sont là pour vous aider et pour délivrer des soins de qualité, voyez ici une description qu'on a pensé être la description idéale pour qualifier un centre d'hypertension pulmonaire. Cardiologue, pneumologue, un chirurgien, des infirmières spécialisées, un radiologue ou un cardiologue interventionnel, une study nurse, donc pour faire la recherche clinique, l'assistante sociale ou le social worker en règle générale. Les case managers et les data managers, c'est très compliqué à organiser en Belgique, mais c'est quelque chose qu'on souhaiterait avoir. En réalité, le case manager, c'est Paola, notre coordinatrice de soins, qui s'occupe de gérer les rendez-vous. Le data manager, ça c'est plus dédié à la partie recherche. Je trouve qu'on aurait dû mettre en tout cas nous c'est comme ça qu'on le conçoit, le kiné, l'équipe de kiné, l'équipe de diététique et les psychologues dans ce core team. Pour des raisons diverses, ça n'a pas été fait. Mais dans l'équipe étendue, vous voyez plein d'autres personnes qui vont travailler avec nous. On pourrait aborder les questions gynéco, les questions d'obstétrique, on pourrait aborder les questions qui sont liées aux problèmes hépatiques, les hématologues, enfin tous les collègues avec qui on collabore pratiquement au quotidien, que vous ne voyez pas nécessairement, participent à la construction du centre, et c'est ça qui fait d'une certaine façon le développement de l'expertise et la structure du centre. On n'oublie pas non plus les extrêmes, la pédiatrie. Donc, on a la chance d'avoir dans notre équipe maintenant un cardiopédiatre qui vient consulter chez nous, et le rapprochement dans notre centre avec l'hôpital des enfants a été extrêmement important pour faire la transition de l'HTAP pédiatrique vers les adultes. Euh,
pense que certaines et certains savent de quoi je parle et à quel point ça peut être difficile. Mais aussi, on attache de l'importance à des moments qui sont plus douloureux, qui sont plus difficiles, les questions de transplantation, les questions de soins palliatifs et les questions de fin de vie. On a des contacts très réguliers avec les équipes et de nouveau, là, on rentre peut-être dans une prise en charge qui est plus individualisée, qui va être influencée par des facteurs qui ne sont pas nécessairement des facteurs médicaux, mais qui seront plus intimes et peut-être un petit peu plus personnels dans la façon dont on conçoit sa vie en règle générale et sa fin de vie en particulier. Alors, les missions et la structure, et ici je vous reprends, les missions, elles sont évidemment multiples. La mission numéro un, et là c'est ce qui est mis dans nos recommandations, c'est le fait que les soins sont donnés par une équipe multidisciplinaire telle qu'elle vient d'être définie. C'est très important pour une maladie rare d'avoir des soins dans lesquels on concentre à la fois l'expertise, mais aussi où on a un accès immédiat dans l'ensemble des acteurs et des actrices que vous connaissez, mais qu'on vous représentera dans un instant. Le deuxième point qui est très important et qui est considéré comme un niveau très élevé de recommandation pour la structure d'un centre, ce sont les liens directs ou des procédures de référencement vers d'autres secteurs hospitaliers. C'est par exemple le cas de la transplantation, c'est le cas des unités de réanimation, c'est le cas des structures qui s'occupent de patients souffrant de maladies cardiaques congénitales pour que le transfert d'une compétence à l'autre, d'une expertise à l'autre, se fasse de façon harmonieuse. C'est aussi les équipes de soins continus, de soins palliatifs, et ce sont aussi les équipes qui vont gérer les questionnements de fin de vie. On a là-dedans, on pourrait rajouter effectivement les autres acteurs que sont les équipes des pathologies qui souvent nous réfèrent des patients pour des évaluations dans le contexte de transplantation d'organes. Un autre élément important, c'est le fait de pouvoir avoir un contrôle de sa propre activité, de savoir ce qu'on fait, combien on suit de patients, quels sont ces profils de patients, et c'est donc la tenue d'un registre. C'est très important pour avoir une idée, non pas pour l'instant, pas pour donner des informations aux autorités sanitaires sur la performance, mais plutôt pour nous aider à mieux comprendre où on peut mieux faire et ce qu'on peut mieux faire dans la prise en charge des malades. C'est aussi très important pour générer des hypothèses scientifiques. C'est important pour nos étudiants et nos chercheurs de pouvoir se baser sur ces données de registre pour développer de la recherche originale. Euh, la recherche fondamentale ou non, je saute un point important. Ça fait partie de l'ADN des équipes depuis des années. En fait, notre équipe s'est structurée à la fin des années 90 autour d'un projet de développement clinique d'une molécule et c'est comme ça qu'il nous a semblé important de ne pas uniquement se contenter de faire des études cliniques pour faire des études cliniques pour chercher de nouveaux médicaments, mais aussi pour donner une qualité de soins qui est, on espère, la plus élevée possible. Il faut savoir que les choses que nous faisions fin des années 90 et que nous avons commencé à faire pour vous suivre et vous donner les meilleurs soins possibles dans les fins des années 90, on les fait toujours aujourd'hui. Les tests de marche, les contrôles d'écho, les cathétérismes, alors on peut parler de savoir si c'est toujours utile ou pas. On pense que oui, dans certaines conditions. Donc, toutes ces évaluations qu'on faisait fin des années 90, on continue à les faire maintenant. Et alors qu'il y a 24 ans maintenant, c'était de l'ordre de l'organisation de la recherche, c'est devenu de l'ordre de l'organisation des soins au quotidien. La collaboration avec les associations de patients, c'est très important. Là, j'ai fait une petite erreur il manque un morceau que j'aurais dû retirer, mais la collaboration avec les associations de patients, c'est important, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Et donc, PHA Europe, PHA UK. Alors, je dirais le UK, c'est pas un pays, enfin, c'est plusieurs pays en même temps. La PH Association aux États-Unis, les associations allemandes, tout ça collabore ensemble pour partager les meilleures pratiques. Et enfin, il y a un dernier point qui est fondamentalement important et qui est en train de devenir, euh, pour lequel, pardon, nous pensons en tant que centre spécialisé qu'il faudrait aller vers cette solution, c'est l'accréditation des centres. Et donc, on ne peut pas
faire de l'HTAP partout. Certainement pas là où il y a déjà des centres de prise en charge. En revanche, on peut favoriser la collaboration entre les centres et je vais vous montrer un exemple de choses que nous avons faites, exemple de choses que nous avons faites assez récemment. Mais donc, l'accréditation des centres, c'est un point qui est extrêmement important. Un des processus d'accréditation, c'est l'accréditation via les réseaux de référence européens. En Belgique, c'est pas surprenant. Il y a deux centres qui ont reçu cette accréditation. C'est le nôtre et celui du professeur Delcroix et du professeur belge à Leuven. C'est pour nous extrêmement important parce que c'est une certaine manière de valider le travail qui a été fait depuis plus de 20 ans autour de cette maladie. Pour l'instant, il n'y a pas de contraintes en Belgique, mais quand on n'a pas de contraintes en Belgique, vous savez qu'on est habitué à faire des compromis et à s'organiser autrement et finalement à faire en sorte que les choses s'organisent malgré l'absence de dispositions légales. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on a bien réussi à faire au fil des années. Alors, un exemple de collaboration, le voilà. Alors, évidemment, la discussion que nous avons aujourd'hui avec vous, le dialogue qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est un exemple de collaboration avec les associations de patients. Mais évidemment, on parle aussi à nos confrères et nos consoeurs qui vous voient d'abord au moment avant le diagnostic ou qui élaborent le diagnostic. Et ce que nous avons fait, alors là, vous voyez, Anne, Marion et moi, dans ce PH Magazine, qui est un magazine qui a été élaboré en collaboration avec les associations de patients et la société MSD, dont l'objectif était de distribuer, de disséminer l'information vers tous les cardiologues et tous les pneumologues du pays. Et comme on a pensé que c'était bien que chacun parle sa propre langue, il y a une version francophone et il y a une version néerlandophone qui ont été distribuées tous azimuts. Alors, je crois qu'on doit être 1200 cardiologues actuellement. Il doit y avoir à peu près 600 pneumologues dans le pays. Tout le monde a reçu ce document. Dans ce document, vous avez des interviews, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante, mais il y a aussi des codes QR qui permettent d'avoir accès à de l'information scientifique. Et donc, finalement, on boucle cette boucle du médecin qui vous voit pour la première fois et qui finit par vous référer dans notre centre et à qui on rend l'information, bien sûr à titre individuel, mais aussi de façon plus générale pour mettre en avant l'état des lieux. Et alors, ce magazine contient beaucoup de choses et beaucoup d'interviews. Et il y a cette photo que j'aime vraiment beaucoup, qui est cette photo de notre équipe, qui a un seul défaut, c'est qu'on n'y voit pas Christine, qui n'était pas là où le jour où on a pris la photo de groupe. Il manque aussi d'autres membres de l'équipe. Je vois pas Gwenaëlle sur la photo, notre assistante sociale. Et donc, il y a d'autres membres de l'équipe qui n'apparaissent pas ici, mais c'est pour vous donner une petite idée de la multidisciplinarité. Et vous avez ici l'ensemble des personnes qui sont, en tout cas beaucoup de personnes qui sont dans cette discussion. Et c'est vraiment quelque chose auquel nous attachons extrêmement beaucoup d'importance. Je pense que vous le savez. Mais voilà, ça c'est nous. C'est ça une équipe multidisciplinaire. Vous voyez on est souriant. On n'est pas trop mal sur la photo, je trouve finalement. Ça a été assez bien réussi. Autant vous dire que ça a été fait par un professionnel et je précise que ça n'a pas été photoshopé. Hein. Donc, ce sont nos vraies têtes et nos vrais habits. Et donc, c'est maintenant peut-être le moment pour vous présenter ou vous représenter les membres de l'équipe et leur demander de se présenter. Alors, je ne sais pas, Wendy, Luc, si vous voulez que je fasse ça en fonction de ce que je vois sur mon écran, ou est-ce que vous voulez vous-même appeler les membres de l'équipe? Moi, tout me va. Vas-y, Allez, let's enchaîne. go. Donc, Let's ouais. go. Et donc, on commence. Donc, je vous précise qu'il n'y a pas d'ordre. Je regarde juste l'écran et je vois qui est là. Et en haut, à gauche de mon écran, je vois Ing. Inge, il y a ton micro Ouais, qui- Voilà, voilà. là, on t'entend. Voilà, voilà. Je trouvais pas le truc. Voilà. Donc, moi, je suis Inga Lankritz. Je travaille cette année 20 ans pour l'HTAP à l'hôpital Erasme sous Dr Vachéry. Euh, et j'aime encore toujours beaucoup mon travail. Donc, voilà. Je dis pas que je ferai encore une fois 20 ans, mais voilà, ça fait déjà un petit bail. Euh,
et je travaille comme infirmière coordinatrice. Voilà. Merci beaucoup, Inge. On va passer à Anna. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Anna Rousselière, donc je suis cardiologue et donc je travaille plutôt avec les patients avec une insuffisance cardiaque. Mais l'insuffisance cardiaque, donc c'est une maladie cardiaque qui peut être associée à l'hypertension pulmonaire et je travaille plus particulièrement avec les patients avec une insuffisance cardiaque avancée pour lesquels parfois on a besoin de proposer des thérapies plus avancées comme la transplantation cardiaque et aussi la pose d'une assistance circulatoire donc pour aider le cœur à mieux fonctionner. Voilà, donc je travaille dans cette équipe avec beaucoup de bonheur. Donc c'est une équipe qui est très unie et qui ça donne vraiment envie de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'améliorer justement la vie de nos patients. Merci beaucoup, Anna. On va passer à Christine. Oui, voilà, bonjour. Donc, c'est Christine, celle qui n'est pas sur la photo de groupe parce qu'elle était en vacances déjà. Et donc, voilà, je suis infirmière clinicienne dans la clinique de l'hypertension pulmonaire que j'ai rejoint en 2012 après avoir travaillé pendant donc 22 ans en unité de soins intensifs. J'ai reçu donc une formation spécifique et approfondie de la maladie et de ses traitements pour une bonne prise en charge et suivi de nos patients. Bien voilà. Merci beaucoup, Christine. Alors voilà, Céline, c'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Céline de Wachter. Je suis cardiologue de formation et je travaille dans la clinique d'hypertension pulmonaire et d'insuffisance cardiaque avec donc une prise en charge en consultation des patients qui sont affectés par l'hypertension pulmonaire. J'ai un tropisme également pour la réalisation des cathétérismes cardiaques droits. Donc, j'ai été formée par Monsieur Vachéry. Je fais également des échographies. Je suis dans le domaine de l'hypertension pulmonaire au total. Je faisais le compte depuis 17 ans. Donc, Monsieur Vachéry a vu ma conversion depuis l'anesthésie vers la cardiologie. Et avec ce tropisme, effectivement, détecter les signes qui sont avant-coureurs d'une insuffisance cardiaque droite aiguë, ce qui est le challenge pour essayer d'éviter qu'elle ne survienne. Et avec les signes infracliniques, essayer de dépister ça. Et j'ai le plaisir depuis peu d'avoir également des cours en physiologie, physiopathologie. Et la chance de pouvoir travailler avec une équipe formidable qui, effectivement, on voit toujours le côté positif. On essaye de faire au mieux, travailler ensemble, en équipe ensemble, autour du patient, avec le patient. Et ça ne peut fonctionner que comme ça. Sans vous, on n'est rien. On est là pour vous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Céline. Je viens de prendre un sale coup de vieux quand même, hein. Alors, les deux suivantes, c'est le duo dynamique Marie-Ève et Gwenaëlle. Bonsoir, donc moi je suis Gwenaëlle de Moulin, donc je suis assistante sociale à l'hôpital Erasme depuis, moi aussi j'ai fait le compte 15 ans. Et je travaille donc en cardiologie, autant en hypertension artérielle pulmonaire qu'en insuffisance cardiaque et en cardiologie générale. Et je travaille aussi en chirurgie cardiaque. Donc je suis le patient tout au long de son trajet. Et j'interviens autant en consultation qu'en hospitalisation. Voilà, je laisse la parole à Marie-Ève. Bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Marie-Ève Welg. Je suis donc diététicienne. Je travaille dans le domaine de la cardiologie depuis une quinzaine d'années. Je travaillais avant aux cliniques universitaires Saint-Luc et j'ai rejoint l'équipe du professeur Vachéry et du docteur Anna Rousselière il y a plus ou moins un an et demi. Voilà, je m'y plais vraiment énormément. Je trouve que c'est une équipe avec un caractère très humain. Voilà, vraiment très, très chouette. Je suis très épanouie dans mon nouveau travail. Et comme Gwenaëlle, je prends en charge des patients autant en hospitalisation qu'en consultation. Je travaille en cardiologie générale, en cardiologie chirurgicale et en consultation à la clinique d'insuffisance cardiaque et de l'hypertension pulmonaire. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève et Gwen. Hop, on va où? Ben Frédéric, hein, le transfert du mercato du mois de novembre. Bonsoir Oui, à... bonsoir, vous m'entendez? Ah oui, Enfin, Fred. c'est Fred est pas là. encore à toi, Fred. Ah, pardon, pardon. Coupe le micro. C'est Ouais, d'accord. Frédérica. Ah, pardon.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Federica Valente. Je suis donc jeune cardiologue. J'ai rejoint l'équipe d'insuffisance cardiaque et d'hypertension pulmonaire, on va dire officiellement depuis novembre 2023. Mais j'ai réalisé 3 ans de ma formation de cardiologie à l'hôpital Erasme avec donc mon amour et intérêt pour ce qui est hypertension pulmonaire, insuffisance cardiaque avec l'équipe que vous connaissez très bien. Et actuellement, donc, je travaille dans la clinique d'insuffisance cardiaque et d'hypertension pulmonaire avec la réalisation de aussi cathétérisme cardiaque droit et échographie cardiaque. Et pour le moment, des consultations en insuffisance cardiaque. Donc, au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Frédérica. Alors, on va passer à Laurence. Là, on rentre dans un tout autre domaine qu'on abordera vers le mois d'octobre. Laurence. Bonjour, Laurence Doacteur. Donc moi, je travaille du côté facultaire. Donc, on a la chance effectivement d'avoir une faculté de médecine qui est juste à côté de l'hôpital Erasme. Et donc, je travaille du côté laboratoire, donc en recherche. Et je dirige un groupe de recherche qui s'intéresse beaucoup à l'hypertension pulmonaire, qui a vraiment comme sujet principal l'étude d'une meilleure compréhension et également tester des molécules pharmacologiques potentiellement actives pour traiter cette pathologie. Et quand je faisais le compte, ça fait également plus de 20 ans que je travaille dans le domaine, en ayant commencé effectivement ma carrière de chercheur dans une équipe bien connue, hein, chez nos collègues français, chez Marc Imbert à Paris. J'ai eu l'occasion de travailler chez eux pendant 3 ans et puis je dirais d'être rapatrié à Bruxelles où j'ai développé mon groupe de recherche maintenant et avec un lien fort avec la clinique. Donc on travaille en collaboration directe avec la clinique pour essayer de faire une recherche au plus près du patient et qui ait un sens. Donc c'est quelque chose de très important pour nous de collaborer avec la clinique et c'est un lien fort que nous avons non seulement avec ma sœur que vous connaissez et qui est cardiologue, mais également avec tous les membres de l'équipe avec qui c'est un grand plaisir de travailler tous les jours. Merci beaucoup, Laurence. Effectivement, le lien de sororité ne vous aura certainement pas échappé. Fred, c'est à toi maintenant. Je ne sais pas si tu es dans le métro ou dans ta cave. Pardonnez-moi, je suis en voiture, donc Ok. je vous ai rejoint en cours, donc désolé pour ça. Je ne pouvais pas me libérer, malheureusement. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir de pouvoir me présenter ce soir. Donc, Frédéric Gaillet, donc je suis l'infirmier de recherche chargé donc de toutes les études en cardiologie à l'hôpital Erasme. J'ai la chance de pouvoir travailler donc avec le professeur Vachéry depuis maintenant presque plus de 10 ans, 11 ans exactement. Je m'occupe donc principalement de toutes les nouvelles molécules, et tous les essais cliniques, toutes les études mises en place sur le site d'Erasme en cardiologie et principalement aussi dans les études de HTAP, d'insuffisance cardiaque. Et donc voilà, je collabore beaucoup avec Monsieur Vachéry, avec le professeur Roussoulière, le professeur de Wachter, euh, à la mise en place de ces nouveaux médicaments très prometteurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric, un autre membre important. Je voulais aussi vous présenter Mariam Ovakimian. Mariam est une cardiologue qui vient de Yerevan en Arménie. Um, Mariam, if it's okay for you to try to do it in French. Bonjour à tous, je suis Mariam, je suis cardiologue. Je travaille à Arménie. C'est ça. Voilà, mais donc Mariam est chez nous pour 2 mois, hein, jusqu'au début du mois de mai. Donc c'est encore un exemple de multidisciplinarité qui dépasse un peu les frontières, puisqu'on a la chance vraiment d'avoir accueilli depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, des collègues qui viennent d'autres pays et qui viennent se former chez nous. Et d'ailleurs, je vois que Francesca est là. Je ne sais pas, Francesca, si tu nous entends, tu as envie de dire 2 petits mots? Ou elle est partie? Non, elle est partie, Francesca. OK. Mais donc, Francesca. Je suis là. Voilà, vas-y. Ouais, je suis là, merci. Ah oui, je te vois. J'avais de la nostalgie, donc je me suis connectée. Voilà, je suis Francesca Macera, je suis cardiologue, je travaille en Italie, mais j'ai travaillé pendant 4 ans chez l'équipe de professeur Vachéry. Et donc, j'ai appris énormément dans le domaine de l'hypertension pulmonaire. Et je suis rentrée en Italie dans mon hôpital à Milan en juillet 2023.
Et donc, voilà, j'essaie de mettre en pratique tout ce que j'ai appris dans cette expérience vraiment enrichissante. Voilà, merci. Merci beaucoup, Francesca. Tu nous manques beaucoup comme tous les collègues qu'on a vu passer chez nous, peut-être un petit peu plus quand même. Je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Je regarde ma galerie d'images. Je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Il nous manque encore Michel Lamotte, qui est le chef de le directeur du département de kiné, qui s'occupe de vous faire souffrir sur le vélo ou de faire les tests de marche avec son équipe, qui a malheureusement pas pu être là, mais qui sera avec nous lors des prochains séminaires. Et certainement celui où il va aborder la question importante de l'activité physique dans le contexte de l'HTAP. Voilà, c'était une présentation de toute l'équipe. Je dois dire que je me sens extrêmement privilégié de travailler avec toutes les personnes qui se sont présentées. Vous voyez qu'il y a une large prédominance féminine dans cette équipe. Euh, ça me va très bien. J'en suis absolument ravi. Et on a coutume de dire que chaque nouvelle équipe est meilleure que la précédente, mais celle-ci est la meilleure de toutes celles avec lesquelles j'ai pu travailler. Alors j'en profite pour toutes vous remercier et tous de faire en sorte que quand je me lève le matin, je suis content de venir travailler, même s'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Voilà, Wendy, Luc, Anne, notre présentation, la présentation de notre équipe, et on est maintenant, si vous le souhaitez, prêt à répondre à des questions. On ne donne pas de consultation ce soir, hein, donc on précise tout de suite qu'on n'abordera pas de cas individuels. Oui, voilà, merci beaucoup pour présenter toutes vos équipes. C'est bien nombreux que je vois. Que je me demande, je n'ai pas vu passer une pneumologue, c'est juste? Oui, c'est tout à fait juste. Ah oui, ok. C'est tout à fait juste. Et j'ai oublié de mentionner Paola Scontrino, évidemment, dans les membres de l'équipe. Il me semblait bien que j'oubliais quelqu'un. Paola, c'est la patronne, c'est le lubrifiant social de notre équipe, c'est le ciment, c'est elle qui fait en sorte aussi de rendre notre vie de tous les jours plus facile. Alors, Wendy, juste un mot sur l'aspect pneumo. On a un lien très privilégié avec la clinique des maladies pulmonaires interstitielles, avec Benjamin Bondu, qui est un de nos pneumologues référents. Ah oui, c'est ça. Oui, chez nous à Louvain, c'est plutôt les pneumologues. Donc, bon, ça montre que c'est entre les deux, hein. Personne n'est parfait. Non, c'est pas ça. Donc, maintenant, c'est le moment pour poser des questions pour ceux qui veulent. Je vois que dans le chat, il n'y a pas encore de questions. Donc, pour ceux qui ont envie d'apprendre le mot, vous pouvez lever la main. Pas encore. Alors, moi, j'en avais encore quelques. Donc, vous avez parlé d'un registre et je me demande, donc maintenant, les registres sont plutôt dans l'intérieur des hospitaux. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler pour voir que à la fin, ce sera plutôt un registre national? Mhm. Oui, merci Wendy. C'est une question qui est très importante. Alors, vous savez que ça fait des années que professeur Delcroix et moi, on espère avoir un registre en Belgique. En réalité, la première idée date de 2003-2004, où on a pensé que avant ou parallèlement à l'autorisation de mise sur le marché du premier traitement oral de l'HTAP, il était important de tenir un registre national. Alors, pour diverses raisons, ça n'a pas pu s'organiser. On est maintenant dans un processus d'approbation d'un nouveau médicament qui s'appelle le sotatercept, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et dont on aura bien l'occasion de reparler au fil des consultations et dans un prochain webinaire. Autour de la mise sur le marché en Belgique de ce médicament, alors malheureusement, ce ne sera pas avant 2025, mais on travaille en équipe et avec l'ensemble du réseau de spécialistes de l'hypertension pulmonaire, et tout le monde est aujourd'hui convaincu de la nécessité d'avoir enfin un registre national. Il faut savoir qu'il y a des informations nationales qui sont connues via le Collège des médecins pour les médicaments orphelins,
qui est le collège qui est souverain pour la décision d'approbation des médicaments, mais ce registre, malheureusement, reste confidentiel et n'est pas dans le domaine public, ce qui est une petite entorse à la loi qui normalement imposerait une publication annuelle des résultats de ce registre. En fait, c'est simplement anonymement de donner le nombre de patients traités en Belgique, leurs caractéristiques principales et le type de traitement qui est pris. Ça, c'est le minimum qu'il faut mettre en place. L'autre niveau, c'est le niveau international et les initiatives qui sont prises au niveau européen. Alors, dans les European Reference Network pour les maladies rares, dans les ERN, il y a un but de créer un registre européen. C'est évidemment très compliqué parce qu'il y a des registres nationaux qui sont déjà bien établis et qui génèrent beaucoup d'informations scientifiques importantes pour nous. C'est le cas au Royaume-Uni et c'est surtout le cas en France où il y a un registre qui est vraiment une machine à publication et à mieux comprendre la dynamique de la maladie. Et se pose évidemment la question de savoir comment se font les transferts de données. Et il ne vous aura pas échappé qu'une des questions fondamentale en Europe, c'est la protection de l'anonymat et la protection des individus. Et donc, il y a toute une série d'aspects légaux alors, on a la couche de lasagne régionale, la couche de lasagne nationale, mais on a encore une couche au-dessus qui est le niveau international. Et comme les lois ne sont pas nécessairement les mêmes, on a un peu de mal à construire un registre international. Mais pour répondre de nouveau directement à la question, oui, l'ambition, c'est vraiment d'ici, non, je ne vais pas donner de date parce que je me trompe toujours dans les dates, mais l'ambition, c'est vraiment d'avoir un registre national. On avait voulu faire ça juste avant le Covid. On avait travaillé avec le KCE, hein, le Kennis Centrum for Excellence, d'excellence. Le KCE a estimé que ce qu'on demandait, c'était beaucoup trop compliqué, ou que ça coûtait trop cher, ou que ça n'allait pas être possible. Et donc, on a un petit peu laissé tomber. Mais il semble maintenant, en tout cas du côté néerlandophone, certainement, il y a enfin des gens qui comprennent ce que c'est que la constitution d'un registre à partir de vos données de santé. Il faut maintenant trouver un moyen pour rendre tout ça acceptable pour vous, à savoir quel type de données peuvent être partagées ou pas. C'est un sujet qu'on pourrait aborder d'ailleurs dans peut-être un sujet pour le town hall, si vous souhaitez qu'on parle confidentialité des données, comment on échange vos données médicales ou comment on ne les échange pas, justement. C'est un sujet qui, je pense, est très important. Oui, oui, c'est très important. C'est vraiment. Mais c'est difficile à trouver l'équilibre comme. Oui. Ah, je vois Anne qui a mis sa main. Oui, peut-être une petite question. Vous avez montré l'image idéale d'une équipe multidisciplinaire et vous avez présenté toute votre équipe ici présent. Mais est-ce qu'en fait, c'est grâce à vos efforts en tant que professeur et par exemple professeur Delcroix à Louvain qu'il y a une équipe multidisciplinaire ou est-ce qu'il y a vraiment un cadre en Belgique déjà? Parce que je sais, c'est inclus dans les recommandations internationales, mais en réalité, j'imagine que c'est pas si facile comme que c'est écrit dans les recommandations. Et oui, effectivement, c'est pas simple et c'est vrai que il faut savoir que toutes les personnes que vous voyez ici sont des salariés de l'hôpital Erasme ou de la faculté de médecine, mais ne sont pas officiellement financés pour faire partie d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est beaucoup de la débrouille, c'est beaucoup d'années de travail pour constituer effectivement cette espèce d'image idyllique à laquelle personne n'aurait jamais pensé il y a 15 ou 20 ans. Donc, on n'a pas de structure, on n'a pas de soutien, et tout ce que nous prenons comme temps des différentes personnes que vous voyez ici et de celles que vous n'avez pas vues, c'est du temps qu'on a dû, je ne dirais pas s'approprier, mais on a dû prendre les gens et prendre le temps de travail pour constituer l'équipe. Euh, dans tous les hôpitaux du monde, c'est une problématique importante, qui est une problématique économique, qui peut mettre en danger des structures d'expertise. Et donc, pour nous, c'est pas votre problème du tout, mais pour nous, c'est un travail quotidien
de garder la valeur, l'unité de l'équipe. On n'est jamais aussi fort que quand on est uni. On l'a bien vu pendant la crise Covid où cette équipe a été absolument exemplaire à tout point de vue et au-delà de notre rôle dans notre zone d'expertise. Donc c'est un combat pour lequel on espérait avoir un financement ou plutôt un soutien au minimum institutionnel que je pense nous avons, même s'il faut parfois répéter ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Euh, mais c'est sûr que c'est lié, je pense, au dynamisme des personnes plus qu'à l'existence d'une structure. Oui. Mhm. Ok, merci beaucoup. Ah, je vois que Luc Mathès a levé la main. Oui, bonjour. Jean-Luc, enfin, moi je viens avec des vieilles affaires. Ah, Forcément, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de pompes en continu, donc ça posait de temps en temps des grands problèmes. Mais la question peut être toujours d'actualité. On peut être sûr que tous les problèmes arrivent après les heures de travail normal. Les mhm, week-ends et surtout les longs week-ends, ça c'est du Murphy tout craché. mhm. Alors, est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'il y a quelqu'un à appeler? Est-ce qu'il y a un numéro d'appel? Parce qu'on cherche quelqu'un qui connaît la STAP et Mhm. pas un médecin normal, quoi. Oui, oui. Alors, merci beaucoup, Luc, pour cette question. C'est vrai que malheureusement, toi et moi, depuis le temps qu'on se connaît, on a essuyé les plâtres de toutes ces difficultés. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, c'était un two-persons band. Et c'était très compliqué de mettre en place un programme de suivi continu, mais on a quand même réussi à le faire. Et donc, vous savez que dans les documents que nous vous remettons, vous avez des numéros d'appel, dont le numéro d'appel du cardiologue de garde. Le cardiologue de garde n'est pas nécessairement un expert ou une spécialiste de l'hypertension pulmonaire, mais c'est un, où trouver les ressources, et deux, contrairement à il y a 20 ans, a reçu une formation sur les maladies vasculaires pulmonaires. Donc dans notre équipe, tous les cardiologues et tous les assistants, plutôt vers la fin de leur formation, sont capables de prendre en charge des situations d'urgence et savent à quelles ressources faire appel en cas de problème. Alors, les pompes existent toujours. On a ajouté une couche à la sécurité qui est l'intervention d'une organisation tierce pour le suivi des patients au domicile, que ce soit Vitalaire ou Aremis, qui permet aux patients d'avoir une ligne en cas de problème plus d'ordre technique. Et enfin, le troisième élément qui a quand même vachement changé par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'on a un réseau de santé belge qui est relativement fonctionnel et qui permet aux médecins des urgences de Moucron d'avoir accès au rapport médical d'Erasme qui date de 2 jours ou 3 jours avant. Ça, c'est quand même un élément extrêmement important dans la continuité des soins. Merci d'avoir posé cette question, c'est effectivement très important. Oui, moi je me rappelle au tout début, on allait aux urgences à Erasme, Ouais, ouais, en 2000, hein, et à l'entrée des urgences, la dame me dit, bon, asseyez-vous à côté des pieds cassés et des mains ouais, cassées. Je dis, non, c'est ouais. une HTAP, c'est un peu plus urgent que ça. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Ça, c'est un petit peu, ça a beaucoup changé. Ouais, tant Chez nous, en mieux. tout cas, bon, je le souhaite à personne, mais quand on passe la porte des urgences, il y a tout de suite un red flag qui s'allume et qui fait on est assez vite contacté. Alors, on n'est pas dans un monde parfait, il peut y avoir des trous dans la raquette, comme on dit, mais je pense que l'organisation, mais forcément, on est 20 ans plus tard, on a appris énormément, on apprend de ses erreurs beaucoup. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, ou je gagne, ou j'apprends. Ben, c'est ce qu'on a fait depuis 20 ans. Eh bien, tant mieux. Merci. Oui, c'est vrai, le e-health, ça a changé beaucoup, Ouais. hein. Ça montre aussi l'importance de donner les autorisations comme patient, que les médecins qui vous entourent ont accès à ces données. Mhm. C'est peut-être un petit appel à tous les patients de donner cette autorisation. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des autres questions. Je vois Valentine. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question. Puisqu'on n'est pas en consultation, je peux le faire, mais je voulais simplement vous remercier parce que ça fait 20 ans, ou
on va vers 23 ans maintenant, Mm. où je suis suivie à Erasme. Et même si, ben voilà, moi je suis du côté patient, donc je ne vois pas tout ça, tous les détails. En grandissant, ça se ressent. Et aujourd'hui, je sais que ben voilà, si je suis toujours là au bout de 22 ans, vers les 23, c'est parce qu'il y a une équipe derrière qui est juste incroyable, hyper soutenante, toujours disponible et souriante, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours avec le sourire quand ça va pas trop. Mais quand, voilà. Donc, je voulais juste vraiment tous vous remercier pour tout depuis si longtemps et d'être. Vous parliez de cohésion d'équipe et c'est vraiment ça. On la ressent en tant que patient. Donc, merci. Merci Valentine, c'est très touchant. Je suis très ému. Bien, merci. J'ai encore une question pour toi, Valentine. Comment ça s'est passé pour toi comme patient quand tu es passé vers le pédiatrique à, donc, comme on dit, les soins Adulte. des adultes? Comment c'était pour vous comme patient? Donc, moi, au moment du diagnostic, j'avais 7 ans. Donc, il y a 20 ans, la recherche, on n'en était pas où on est, enfin, où elle est aujourd'hui. Et donc, j'étais diagnostiquée d'abord à Stap, l'hôpital Saint-Luc. Et là, c'est vrai que très vite, ce qui était du prognostic et diagnostic, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas encore, je pense, autant de communication inter-hospitalière à l'époque. Et c'est vraiment par une chance voilà, de la vie qui fait que j'arrive à Erasme. Et là, je suis tout de suite, en fait, dans le milieu ben, d'adulte. Je suis pas vraiment tout à fait passée par l'aspect pédiatrique. J'étais diagnostiquée en pédiatrie à Saint-Luc, mais après, je suis tout de suite, à l'âge de 7 ans, arrivée dans un milieu adulte. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'on est les seuls enfants, enfin, avec ma sœur qui m'accompagnait quand on était petite, ça faisait un petit peu bizarre. Mais les secrétaires, infirmières ont toujours été là pour voilà, nous soutenir. C'est vrai que ben, plus petite, on avait droit un peu à un traitement de faveur puisqu'on était bon, les seuls enfants. Mais donc moi, cette transition, je m'en souviens, ça a été très rapide. Le diagnostic est tombé et puis très vite, je suis arrivée à Erasme. Donc, j'ai pas eu le temps de voir ben, voilà, la transition entre l'un et l'autre. Mais c'est vrai que moi, donc, ayant vécu ben, toute l'histoire de la maladie en milieu adulte, c'est vrai que ça s'est très bien passé. Et je pense de nouveau parce que à Erasme, il y a eu cette cohésion d'équipe, ces discussions et cet accueil, ce soutien qui est, je pense, vraiment rare. Mhm. Donc, ça, c'était un peu, ouais, c'est ça, c'est mon histoire. Super, merci beaucoup. Ouais. Alors, je vois Marianne qui a levé la main. Levé la main. Oui, bonsoir. Moi, en fait, je voulais pas parler de, je voulais parler de l'origine de la maladie, et c'est parce que comme vous avez quand même 20 ans d'expérience, je suppose que vous savez plus ou moins d'où vient la maladie, que vous reconnaissez les symptômes. Voilà, parce que moi, j'ai pas eu d'explication. J'ai été opérée, mais j'ai pas eu d'explication. Ils ne savent pas pourquoi j'avais beaucoup d'hypertension dans les poumons et pourquoi. Voilà, d'où ça vient, on n'en sait rien. J'ai pas Mhm. d'historique dans la famille. Mhm. Voilà, c'est une question que moi je me pose personnellement. J'ai été opérée à Leuven, très très bien d'ailleurs. L'équipe était vraiment extraordinaire. J'ai eu de la chance de tomber sur eux. Déjà aux urgences, j'étais très bien reçue alors que je suis arrivée un vendredi à midi. Et je me suis dit, ils vont me remballer. Moi, j'habite près d'Arlon, mais ici, j'étais pas bien soignée du tout. J'ai été dans 3 fois à l'hôpital avant d'arriver à Saint-Luc. Et à Saint-Luc, ils m'ont gardé 8 jours. Et là, ils ont vu ce que j'avais et ils m'ont transféré à Leuven après. Mhm. Enfin, ils m'ont référé à Leuven. Oui, oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Mais ce que vous avez vécu, c'est typiquement ce qu'on voit et ce qu'on vit depuis 20 ans, c'est-à-dire la recherche de la cause de la maladie. Et donc, si j'ai bien compris, vous aviez une forme plutôt post-embolique d'hypertension pulmonaire, ou je me Disons trompe? que j'ai eu une grosse embolie et puis D'accord, voilà, petit à petit, j'arrivais plus du tout ni à c'est marcher, ni ça. à rien, quoi, ni à Mais, travailler, ni à laver la table. mais donc, pour ce qui est de l'origine, c'est peut-être la seule forme d'hypertension pulmonaire pour laquelle
on a des éléments de réponse sur l'origine. Et donc, effectivement, les phénomènes d'embolique répétés prédisposent à ces formes d'embolie, cette autre forme d'hypertension pulmonaire qu'on peut soigner. Mais ça peut survenir chez des personnes qui, comme vous, n'ont aucun antécédent ni aucun facteur prédisposant. Donc ça, c'est la partie un peu masquée de l'origine du problème. Pour les formes d'HTAP, donc hypertension artérielle pulmonaire dit du groupe 1, on connaît euh, quelques mécanismes. On est assez convaincu qu'il y a une conjonction entre un certain degré de prédisposition génétique et des facteurs extérieurs qui vont provoquer le développement de la maladie. On sait ce qui se passe à la fin, au moment du diagnostic, mais l'histoire naturelle de la maladie n'est pas encore complètement connue. Une des raisons est que notre manière de comprendre les mécanismes passe par le labo, par le laboratoire qui est dirigé par Laurence de Waxer par exemple. Mais au bout du compte, on a besoin de connaître la maladie chez l'être humain, qui n'est pas la même que la maladie chez l'animal. C'est ça qui nous bloque beaucoup dans la recherche de la cause. Alors, vous savez aussi qu'on va aujourd'hui beaucoup plus loin qu'il y a 20 ans. On fait du dépistage génétique de façon beaucoup plus systématique. On se rend compte que les anomalies génétiques sont plus fréquentes que ce qu'on pensait avant. On se rend compte aussi que certaines anomalies génétiques qu'on pensait être prédisposantes à la maladie contiennent des variants qui pourraient avoir l'effet inverse, c'est-à-dire plutôt être protecteurs de la maladie. Donc on a un champ de recherche qui est pratiquement infini pour les 100 prochaines années pour essayer de comprendre l'origine du problème. Euh, il faut aussi savoir que c'est très difficile pour les médecins, mais c'est comme ça dans la vie aussi. Quand on connaît moins bien un sujet, il faut adopter ce qu'on appelle le principe de Peter, c'est-à-dire de connaître les limites de sa compétence. Et ça n'est pas grave, je dis ça à tous nos assistants, à tout le monde, même à vous en tant que patient, ça n'est pas grave de dire à un patient qu'on ne sait pas. C'est grave de faire semblant qu'on sait, alors qu'en réalité, on ne sait pas. Ouais. Ça n'est pas grave de dire on ne sait pas si derrière on sait à qui on peut faire appel. Et on a, je vous vois toutes et tous ici, vous venez tous, vous n'êtes pas venus directement nous voir, vous êtes d'abord passés par quelqu'un qui a eu la bonne idée, je crois quand même, la bonne idée de vous adresser à un centre qui est un centre spécialisé. Euh, juste un mot, je parle trop, hein, je sais que c'est un de mes défauts, je ne le corrigerai pas, hein, je vous préviens, mais je ne fais aucun effort pour le corriger. Mais pour revenir sur ce ce que je disais à Luc au début, des grosses différences par rapport à il y a 20 ans, c'est que maintenant, la maladie dont vous souffrez ou dont un membre de votre famille souffre est enseignée dans les cursus de formation pour les cardiologues et les pneumologues, tant du côté francophone que du côté néerlandophone. Donc, il y a un enseignement. Alors, on donne pas 10 heures sur l'HTAP, c'est pas un master ou un diplôme universitaire comme il y en aurait à l'Université de Paris-Sud ou à Bologne, qui est un master de 15 jours. On a quelques heures pendant lesquelles on essaye, toutes les personnes qui sont ici, de faire le minimum, c'est-à-dire de communiquer la définition, de communiquer la difficulté de faire le diagnostic, les outils diagnostiques et surtout comment faire un bon référencement et à quelle vitesse on peut faire le référencement. Si vous tombez sur le PH Magazine, vous entendrez le témoignage de Anne qui en tant que patiente, décrit très très bien cette situation très compliquée où finalement on tombe sur quelqu'un qui sait enfin. Hein, et encore, celui ou celle qui sait, c'est pas tout. Hein, donc, mais donc, au moins d'avoir quelqu'un qui peut vous donner une perspective. Et ce que vous témoignez ici, c'est effectivement, tout d'un coup, vous avez une équipe professionnelle qui vous prend en charge, qui finit par vous opérer et faire un tas de choses, qui sait ce qu'elle fait et qui accepte le fait que dans ce qu'elle fait, il y a un certain degré quand même d'incertitude et d'inconnu. Oui, merci beaucoup. Je vais encore Luc. Oui, je vais d'abord dire bonjour à Valentine. Moi, je t'ai rencontré avec Rosie dans les couloirs. Tu étais tu avais 4-5 ans, je crois, avec ta sœur, et Marie était là d'ailleurs. C'est comme ça qu'on le savait. Donc maintenant, tu as quand même changé hein, depuis Oui, ce moment-là. et j'ai un peu grandi aussi. Oui, oui, c'est ça. Hein. Mais moi, je voudrais revenir sur un point, et ça, tu sais aussi, Jean-Luc, qui me chiffonne toujours, l'errance thérapeutique.
Oui, Donc, tu as parlé que les médecins, maintenant, on parle dans les cours de la STAP. Et moi, avec Ronnie, qui est d'ailleurs ici présent, on a l'occasion d'aller dans les autres écoles des infirmières pour leur parler ce que c'est l'HTAP, comment on vit avec cet HTAP, quels sont les problèmes dans la vie courante. Donc, je crois que chaque petite pierre aide à rédiger le bâtiment, l'édifice, mais il y a encore du travail, hein. Ça dure encore assez longtemps, hein. oui, mais c'est pas grave. On a, on est prêt à ça. On est toutes et tous prêts à ça. C'est pas un problème. Il faut savoir, et un des éléments, c'est vrai que j'ai pas beaucoup détaillé ça, mais dans les recommandations, un de mes boulots, c'était de discuter avec des collègues autour de l'algorithme diagnostic. Et on s'est dit, au fond, à force de parler tout le temps aux spécialistes, on est peut-être en train de louper un peu une mission importante, qui est de parler aux médecins généralistes. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on voudrait faire de plus en plus. On n'arrivera jamais à amener les soignants à un niveau de connaissance qui leur permettrait de poser un diagnostic. Ce qu'on veut, c'est que rentre dans leur tête que quand ils ont face à eux quelqu'un qui se plaint d'avoir du mal à respirer, on arrête de lui dire que c'est parce qu'il y a trop de tension dans le bras, parce qu'il ou elle fume, parce qu'il est trop gros, parce qu'il ne fait pas assez de sport. D'ailleurs, ça pose un problème sociétal plus large qui est le fat shaming ou d'autres éléments qu'on peut imaginer. Donc, c'est le propos discriminatoire typique qu'on entend, mais c'est normal que vous soyez essoufflé, vous avez vu comme vous êtes gros. Hein. Je pense sûr que beaucoup de gens l'ont entendu. Moi, je l'ai entendu aussi, indépendamment du reste. Mais donc, je pense que c'est de ça qu'il faut sortir. Alors ça, c'est un travail qui est beaucoup plus large sur l'attention qui peut être portée sur la maladie. L'autre chemin, je pense, et c'est celui qu'on a pris aussi, c'est d'informer sur les maladies rares. Et donc, quand on fait ce travail, on se rend compte que même nos collègues généralistes, à un moment donné, se disent c'est quand même peut-être que cette situation est un tout petit peu plus compliquée que les choses qui ont simplement l'air d'être visibles. Et donc, on voit que quand on a des patients qui sont vus par des collègues qui nous connaissent et qui ont déjà été exposés à des cas, la rapidité de référencement est tellement plus courte. Donc, il faut continuer ce travail. Et on le fait avec nos assistants. Et on est très content de voir que quand ils vont travailler ailleurs, d'abord, ils gardent un lien avec nous, ce qui est toujours chouette. Mais aussi, ils ou elles sont capables de dire, attention, pas hop, ici, il y a quelque chose qui se passe qui est semblable à quelque chose que j'ai vu quand j'étais dans les centres experts. Donc voilà, ça c'est un travail important. Vous aussi, en tant qu'association de patients, vous avez un rôle très très important à jouer dans ce domaine-là. Oui, et moi je dirais aussi, le patient a aussi son rôle à jouer, hein. Il ne faut pas nécessairement accepter tout ce qu'on dit. Tu peux être critique et dire, ça, j'y crois pas, il y a autre chose. Bien sûr. C'est pas si évident, hein. Non, mais on a l'habitude de la critique, on a l'habitude des défis, on a l'habitude d'être challengé, ça ne nous fait pas peur. Non, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de demander une deuxième opinion quand Bien sûr. tu vois un généraliste où tu dis, mais bon, c'est pas que qu'il dit que moi je sens, c'est pas juste. Mhm. Mhm. Donc là, il faut pas avoir peur pour demander. Donc, je me demande quand il y a des patients qui viennent dans le centre, ils viennent dans quel chemin? Quel est le premier pas qu'ils mettent dans le centre? Euh, euh, Oh. c'est très variable. Euh, Est-ce que le, ce sont le- les généralistes qui téléphonent? Est-ce que c'est plutôt du secours? Donc, que c'est vraiment alors, urgent ou qu'est-ce que c'est c'est? comme, c'est comme la recette du 4 quarts. Un quart de farine, un quart de sucre, un quart d'œuf et un quart de beurre. Euh, il y a un quart des patients à peu près qui nous viennent via des hospitalisations. Donc, il y a eu un problème urgent. Le médecin ou l'équipe de médecins a fait un diagnostic ou a évoqué un diagnostic et les patients sont envoyés. Ça, c'est ce qui va le plus vite entre le moment où le malade a eu un événement qui amène une hospitalisation et le diagnostic.
Le deuxième chemin, c'est le référencement par les cardiologues et les pneumologues qui ont évoqué le diagnostic ou qui ont une suspicion diagnostique et qui nous adressent les patients à la consultation. La troisième voie, ce sont les médecins généralistes, effectivement, à qui on parle, on essaie de parler beaucoup, et les médecins généralistes fonctionnent souvent, sont des gens qui sont, moi je trouve leur travail admirable, ils sont hyper pragmatiques et ils font du raisonnement par analogie. Et donc, il suffit qu'il y ait eu un jour un patient ou une patiente avec un problème qui débarque chez nous et qu'on met au point, peu importe le diagnostic, ils vont avoir le réflexe de référer le patient. Et les second opinion, très souvent, viennent des médecins généralistes. Et la quatrième voie, ce sont tous les programmes de dépistage qu'on a mis en place. Alors ça, c'est la voie interne à l'hôpital. Et donc, Wendy, tu disais, ah, il n'y a pas de pneumologue. Bah, non, parce que les pneumologues nous adressent les patients directement dès qu'il y a une suspicion. C'est vrai pour les internistes et les patients sclérodermiques. On a un programme de dépistage systématique dans les maladies de système. Donc, voilà, ça, c'est les quatre voies de référencement. Et j'ai l'impression que c'est à peu près un even split entre les quatre sources d'une certaine façon. Ok, je souhaite à savoir. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des autres questions. Je ne vois pas dans le chat non plus. Donc, si c'est bien, je pense qu'on peut arrêter ici. Il me reste encore à remercier professeur Vachery et toute l'équipe qui était là et à tout le monde qui est venu voir la première webinaire en français ici. Donc, j'espère de vous revoir dans les prochaines. Donc, la prochaine est, je pense, le mois prochain. Le prochain, fin du mois. Fin de mois, oui. Ouais. Donc, tu peux trouver tous dans notre site web sur les activités et vous pouvez s'inscrire là-bas. Donc, merci beaucoup et une bonne journée ou bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir, Wendy. Merci, Bonsoir, bonsoir. merci. Au revoir. Au revoir.